Évidemment, ce lundi, il faut parler du pétrole. Qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Pourquoi un tel yo-yo? On se rend compte quand même, on était à 85 $, je ne sais pas, c'était il y a 6 semaines. Donc voilà, on était en octobre, quoi, 60 $ sur le Brent, on est précis. On est en dessous de 60 $, à peine au-dessus ce matin. 30% de baisse en plus d'un mois. Pourquoi un tel yo-yo? On voit ça avec Philippe Bechter. Bonjour. Bonjour David. Chef économiste donc chez Ostrom Asset Management. C'est vrai que pas facile de faire, on est modeste, hein, des prévisions sur le pétrole, mais tant d'experts nous ont dit quand on était à 80, 85 $, je ne sais pas si vous en étiez, on va aller, rien risque d'aller à 100 $. C'était au mois d'octobre, hein, il y a l'embargo américain sur les exportations de pétrole en Iran. Et puis il faut dire qu'on avait une administration de Trump qui disait oui, en bombant le torse, ce sera les sanctions les plus dures de l'histoire. Et ben voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Pourquoi? Je lance une piste, c'est peut-être pas la seule, hein, mais c'est vrai qu'on a une administration américaine, Trump, qui derrière, finalement, a autorisé, ce qu'on appelle des waivers, on en a déjà parlé un petit peu ici, avait autorisé certains pays, et des gros, hein, la Chine, l'Inde, à continuer provisoirement à acheter du pétrole à l'Iran. C'est une des explications. C'est la seule, c'est pas la seule. C'est une explication majeure. C'est-à-dire que le prix du pétrole, quand on regarde depuis le début de l'année, a eu des ruptures. Au moment des sanctions américaines sur la Russie, au début du mois d'avril, au début du mois de mai, quand les sanctions sur l'Iran ont été annoncées, avec la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien. Ouais. Donc on a vu à ce moment-là que le prix du pétrole, qui était aux alentours de 67 $ le baril de Brent en début d'année, qui était relativement stable, est remonté à 75. Et après, il y a eu cette perception au mois de septembre que le prix la production iranienne pourrait baisser beaucoup plus que... Production iranienne, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est un peu moins de 3 millions de barils le jour, c'est ça? C'est un petit peu plus même. Un peu plus et donc, de production, pas d'exportation. Oui, oui. Et donc il y avait... l'idée, c'était de passer de 300-400 000 barils jour en baisse liée aux sanctions américaines à 1,5 million. C'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement jusqu'à 85 $ le baril. 86,70 voilà. Précis. Et l'Arabie Saoudite disant, ben moi je ne vais pas compenser spontanément ce manque de production. D'où les tensions qui ont été fortes et ce changement d'attitude de l'administration américaine, disant finalement les Chinois, les Indiens pourront continuer d'acheter du pétrole iranien. Et comme c'est arrivé au moment où le taux d'intérêt à 10 ans américain est passé aux alentours de 3,20, il y a eu un changement de perception sur l'ensemble des marchés financiers. Et donc le prix du pétrole, qui d'un seul coup paraissait trop cher, s'est complètement effondré. Ouais. Bon, c'est le rétroviseur, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne l'a vu venir. Et là, pour le coup, on est à 60. Alors, ça a plein d'effets positifs, mais ça, on va en parler après. Mais est-ce qu'on peut dire quelque part que Trump, il marque le point, pour le coup, là-dessus? Il a fait pression depuis le début de l'été pour que les prix baissent auprès de l'Arabie Saoudite, même s'il a eu des attitudes qui étaient un peu contradictoires, puisqu'il a fait à la fois monter le prix tout en demandant de faire baisser. Si les cours baissent, c'est aussi un petit peu grâce à lui et aussi à ses waivers, à ses dérogations qui permettent à des pays donc, de continuer d'acheter du pétrole à l'Iran. C'est ça la rupture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Trump nous annonce des sanctions très brutales sur l'Iran, et puis finalement, ces sanctions n'ont pas lieu. Donc les anticipations des investisseurs sur le marché du pétrole changent de nature spontanément. C'est peut-être pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs. Et c'est probablement pour ça, mais ça crée une discontinuité sur le marché du pétrole, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Alors probablement qu'on est un peu en dessous d'un prix d'équilibre, on ne sait pas très bien où il est, mais en début d'année, quand on était à 67 $, le sentiment est que ça traduisait une demande un peu plus forte, liée à une croissance un peu plus robuste. Alors justement, parce que quand on regarde le marché du pétrole, il y a la spéculation, ça on en parlera après, puis il y a la théorie, l'offre, hein, la pratique plutôt que la théorie, mais l'offre et la demande qui se rencontrent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous parlez de la demande, ça monte toujours. Il y a toujours une demande d'or noir qui augmente dans le monde, mais elle augmente un peu moins vite. C'est la dérivée seconde qui s'annule, c'est ça, hein? Oui, mais là, moi, je pense qu'on est plutôt sur une situation où on a vu la production américaine s'accroître très vite ces dernières semaines. Ah non, vous parlez de production, moi je vous parle de demande. Mais moi, je pense que c'est plus la partie... Donc il n'y a pas de grosse surprise sur la demande. C'est-à-dire que sur la demande, ça continue à augmenter, même si c'est un peu moins rapide. Ça continue. Alors, on a des anticipations d'une croissance qui sera un petit peu moins forte en 2019 et 2020 sur l'économie globale, sur la croissance globale. Et effectivement, c'est une incidence sur la demande de pétrole, mais celle-ci continue de progresser autour de 1% par an. Voilà. En revanche,
on voit le prix est très dépendant des accélérations de l'offre. de Donc l'offre. du pétrole qui est mis sur le marché. Et là, on se rend compte qu'il y a un alignement, je ne sais pas comment il faut le dire, entre l'Arabie Saoudite, la Russie et les Américains. Tout le monde a beaucoup pompé, c'est ça, parce Oui. qu'en même temps, le prix était élevé, donc ça incite à pomper. Et c'est ça qui explique que le marché était peut-être trop arrosé, il y a eu trop de pétrole sur le marché. C'est Oui, ça l'explication. on a un changement d'anticipation. Et pourquoi on l'a pas vu venir, ça, ce truc-là? Mais parce que on a depuis 15 jours une accélération très brutale de la production américaine qu'on avait mal anticipée. Et on voit bien. Quasiment 11 700 000 Absolument. barils par jour. Plus 2 millions de plus de barils en 2 ans, au plus haut historique. Les Américains, vous vous rendez compte, quand on s'est parlé, on était beaucoup plus jeunes, surtout vous. Il y a 10-15 ans, ils étaient quoi, à 4-5 millions de barils le jour. Ils sont quasiment à 12. Ils sont plus hauts que les Russes et les Saoudiens. Absolument, absolument, sur les premiers producteurs mondiaux. Et pourquoi on ne l'a pas vu venir ça? Pourquoi on n'a pas vu que les Américains allaient pomper encore plus? Ah, mais- Alors qu'on disait, ils ont des difficultés à pomper plus, etc. Oui, oui, etc. mais là, effectivement, c'était l'idée, effectivement, on observait qu'il y avait tout un tas de puits qui n'étaient pas utilisés et sur lesquels il semblait y avoir des difficultés pour pomper davantage. Et depuis 15 jours, ça s'est bien décalé et on voit la production s'accroître et les stocks augmenter de façon très, très forte. Ça, c'est pour les Américains. Et puis après, il y a pour les Saoudiens et les Russes, mais surtout les Saoudiens, qui avaient, en prévision justement des sanctions américaines d'embargo sur le pétrole iranien, se sont mis à pomper plus, les Saoudiens, en écoutant un peu Donald Trump, sauf que les sanctions ayant été allégées avec les fameux waivers dérogation, ils ont pompé. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu trop de pétrole sur le marché. On a aujourd'hui trop de pétrole. On notera quand même que les Russes sont restés relativement neutres dans cette histoire. Ils ont regardé les Américains et les Saoudiens se frotter un peu les côtes sur le marché, mais eux sont restés relativement neutres. Ils ont continué à produire, bien sûr, mais sans déclaration intempestive. Je disais que si rien n'est fait de la part de l'OPEP, on en parle dans quelques instants de l'OPEP, il y aurait 2 millions de barils jour de surproduction début 2019. On ne peut pas l'exclure. Bon, alors justement, l'OPEP qui va se réunir semaine prochaine, je crois, enfin 4, 5, 6 décembre, j'ai plus ça, le 6 décembre en tête à Vienne. Est-ce qu'ils ont les moyens ou pas du tout de casser cette spirale baissière qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui en importent, qui en consomment notamment la France, mais est-ce qu'ils ont le moyen de cesser cette dégringolade des cours en disant voilà, d'ailleurs on a entendu il y a quelques semaines l'Arabie Saoudite dire voilà, on va enlever 500 000 barils le jour, je crois que c'est courant à compter de début décembre. On ne sait pas si la Russie sera partie prenante. L'OPEP, il est question qu'on parle d'1 million de barils le jour à enlever justement aussi en plus des 500 000. Ils ont la main pour pouvoir casser cette spirale baissière. C'est une vraie question. Moi, je pense que dans les dernières semaines, on a assisté à un bras de fer entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur le marché du pétrole pour déterminer qui avait le leadership. Pour l'instant, on a compris que c'était les Américains. Les Américains ont gagné. Voilà. Non, mais Pas de sujet là. Oui, mais c'était intéressant. C'était pas forcément ce qu'on observait il y a un mois à peu près. L'affaire Khashoggi a été aidée, pardon. Absolument, absolument. Dans l'histoire. Et donc, de ce fait-là, la situation a basculé. Et la question qui va être posée à cette réunion de Vienne est de savoir si l'Arabie Saoudite va encore avoir la main sur l'OPEP ou pas. Là, pour moi, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'elle pourra agir comme elle le souhaite, comme elle l'a fait pendant très longtemps? Là, il va y avoir une vraie interrogation. Parce qu'il en demande encore plus, Trump. Il a dit il faut continuer, les prix sont bas, il faut continuer à ce que les prix baissent. Il continue à garder la pression sur l'Arabie Saoudite. Absolument. Et donc là, ça va être. Moi, je pense que le vrai changement, c'est peut-être l'explosion de l'OPEP, qui pourrait traduire le manque de puissance désormais de l'Arabie Saoudite sur le marché du pétrole. Mais explosion de l'OPEP, c'est-à-dire, parce que pour le coup, ce qu'on attend, pour stabiliser le marché, encore une fois, Riyad a annoncé 500 000 barils le jour de moins, sans effet sur les cours. Oui, oui. Donc il va falloir, certains disent qu'il faut au minimum 1 million de barils le jour en moins qui serait décidé par l'OPEP pour calmer un peu les choses et pour cesser justement cette baisse. Oui, mais ça, c'est quelque chose de compliqué parce que jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite avait le rôle de stabilisateur du marché du pétrole. Il ne l'a plus. Et les autres pays membres de l'OPEP profitent de prix élevés pour améliorer leurs revenus. Et donc, ils n'ont aucune envie d'être ceux de baisser trop fort, de prendre le risque. Donc, s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est baissier pétrole. Oui. Et jusqu'où? Parce qu'on dit quand même que
l'Arabie Saoudite, il y a l'allié américain, il faut le ménager bien sûr, mais leur budget est calculé sur 67 $ le baril. En dessous, il n'y a plus d'argent pour financer la guerre au Yémen, il n'y a plus d'argent pour financer le plan de développement, la vision 2030. Ah, mais il y a ça aussi qu'il faut avoir Ah, mais en tête, ils ont tous cette contrainte. Mais ça n'a pas empêché en 2014 le prix du pétrole de s'effondrer et les... On peut revivre 2014, bah, on s'en souvient, 140 $ le baril. Tout le monde dit ouais, ça a monté à 200. Goldman Sachs, je me rappelle, je crois que c'était Goldman Sachs. On n'est pas là pour les pointer du doigt, mais voilà, on est descendu à 30. À 30. Absolument. On peut revivre ça aujourd'hui? On peut au moins retomber à 50 peut-être dans les prochains mois. Parce que les marchés surréagissent. Les marchés et parce que l'OPEP ne serait peut-être pas à la hauteur du rendez-vous. Et parce que l'OPEP ne serait pas forcément à la hauteur du rendez-vous. Le yo-yo va continuer sur le marché du pétrole. Oui, mais ce qui est important pour nous, c'est que, en conséquence, l'inflation va s'effondrer. Ah oui. Non, mais applaudissements. Non, mais par rapport aux banques centrales qui devaient effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, ça. Pour tout le monde, pour le pouvoir d'achat des Français, pour la Banque centrale européenne. On sait que les hausses de taux, c'est pas avant fin 2019. Ça laisse plus tard de quoi voir venir. Exactement. Mais aujourd'hui, le prix du pétrole est inférieur à ce qu'il était l'an dernier. Donc, au mois d'octobre, la contribution de l'énergie à l'inflation de la zone euro était de un peu plus de 1% pour une inflation à 2,2%. Ouais. On va très vite tomber à zéro, donc l'inflation va ralentir. Et donc, ça change la donne, à la fois sur ce que peut faire la Banque centrale européenne et l'allure des taux d'intérêt de long terme, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. D'ailleurs, c'est vrai, Fed aussi, on peut dire Fed et BCE, on pourrait les mettre dans le même lot. Pas tout à fait. Ça aussi, ça lève aussi une contrainte pour la Fed, aussi. C'est de la même façon sur l'inflation. C'est un poids en moins, effectivement. Ouais. Bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà. Merci pour ces explications. Tout ça est signé Philippe Wechter, donc chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci beaucoup. Merci. Bye.